nous rendons compte. Bonjour, bon vendredi à tous, madame, monsieur. C'est un début de week-end, c'est le dernier jour de la semaine et c'est la dernière édition de la revue des Grandes Unes. La presse, la nouvelle expression parle du décès de Monseigneur Benoît Bala. La lettre qui interpelle, c'est le grand titre du journal. D'ailleurs, à la suite de la disparition de l'évêque de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, son éminence, le cardinal Fernando Filoni, préfet de la congrégation pour l'évangélisation du peuple, avait donc adressé une importante correspondance à l'église Famille de Dieu à Bafia et au Cameroun. Ce message colle donc à l'actualité de la conférence épiscopale nationale du Cameroun réunie à Yaoundé et qui poursuit donc sa quête de vérité sur cette tragédie. C'est en page 6 et 7 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le même journal parle également des ordinateurs chinois. Un ingénieur répond à Famine Dongo, l'enseignant consultant dans les technologies de l'information et du business intellectuel et intelligence en Allemagne, met donc à rude épreuve les arguments du ministre de l'enseignement supérieur et du professeur Achai Etundi. C'est dans le journal de la page 8 à la page 9. Le journal parle également de la visite de la CAF, les inspecteurs au stade de Paul Biya, les experts de la Confédération africaine de football débutent d'ailleurs l'inspection des chantiers de la CAN 2019 ce matin à Olembe. C'est en page 10 de ce numéro, la nouvelle expression disponible dans les kiosques, tout comme l'Edicel qui est dans les kiosques qui parle de revirement. Vodafone prépare donc son retour au Cameroun. C'est ce qu'on lit également à la une du journal qui parle aussi de photocall. Ramat Moussa veut son fauteuil de maire. C'est à lire en page 3 du journal Le du Sahel. Et puis Cameroun Tribune, qui est dans les kiosques également ce matin, s'intéresse à la mission d'inspection de la CAF. Ça commence par Yaoundé. C'est le grand titre du journal. À lire aussi dans les kiosques, on parle de Le Popoli, qui est disponible, parle donc de Frambia, qui signe l'Indien a étudié alors que l'école a commencé à l'ENAM. C'est ce que le journal propose également ce matin à la une. Et puis le Messager s'intéresse donc à la présidentielle 2018, les dessous de la rencontre Kamto à Kerimuna, réunis à Yaoundé et surtout à huis clos à Yaoundé. Donc les deux leaders politiques ont d'ailleurs gardé secret la teneur de leur discussion. Mais le journal parle des révélations du Messager à lire en page 3 de ce numéro. Le journal parle également du comité national olympique, comment Kalkaba Malboum viole d'ailleurs les textes. C'est en page 12 du journal Le Messager, disponible dans les kiosques ce matin. Et puis Mutation parle de la présidentielle 2018 également. Les yeux doux de Paul Biya à lire dans le journal en page 7. Le même journal s'intéresse aussi au plan d'urgence avec le maigre bilan des chantiers routiers au Cameroun pour l'année 2017. C'est dans le journal Mutation de ce matin. Et toujours dans les kiosques, on va retrouver sa presse qui s'intéresse bien sûr à l'autre actualité, parle de redéploiement. Le PUR se balise d'ailleurs le terrain électoral. C'est à lire dans le journal de la page 4 à la page 5. Le journal s'intéresse aussi à la gestion des crises avec la base logistique de la force africaine inaugurée donc à Douala. Ce sont là quelques informations à lire dans la plupart des journaux disponibles dans les kiosques ce matin. Et sur ce plateau, ils sont déjà là. Nos invités, il y a Georges Sémé. Bonjour. Bonjour à vous, merci. Bonjour à vous, M. Dogo. Bonjour à tous ceux qui nous regardent encore ce matin. Bienvenue donc. Allez, en face de vous, il y a le doyen, le papy. Bonjour, Kaminele. Ibrahim Valonongo, bonjour, on est vendredi, c'est votre temps du vendredi. Oui. Bonjour à Georges Sémé, bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Très bien. Alors, la nouvelle expression, la une de ce journal parle bien sûr de la lettre qui interpelle, avec notamment tout ce qu'on a pu imaginer. En page 6 et 7, on retient déjà qu'il y a, justement à la suite de la disparition de Monseigneur, l'évêque de Bafia, Monseigneur Benoît Bala, son éminence, le cardinal Fernando Filoni, a été envoyé donc à écrire à la congrégation à l'évangile des peuples, bien entendu, pour dire sa part de ce qu'il pensait et appeler bien sûr les fidèles à rester calmes et ne pas être perturbés par tout ce qui arrive. Bien évidemment, je pense qu'il a fait un dessein, parce que vous vous souvenez très bien du trouble profond, non seulement qui avait submergé la société camerounaise, mais l'Église et surtout la grande famille des croyants au Cameroun, à la suite du décès troublant
lui aussi, de Monseigneur Benoît Bala. Et on se souvient qu'à cette époque-là, l'Église catholique, justement les princes de cette Église catholique, pour la plupart, se sont allés à l'émotion, ont fait des déclarations assez virulentes et même pointé les doigts accusateurs alors que l'enquête était en cours et alors que ce n'était pas leur devoir. Donc moi je pense qu'avec cette lettre condoléance du cardinal qui demande aux princes de l'Église de calmer leur cœur, de laisser aller se dérouler l'enquête et de ne pas se laisser aller à leurs émotions. Et ce qui est remarquable aussi dans cette répercussion de la lettre du cardinal, c'est l'article. Ça ne lui arrive pas souvent depuis très très longtemps. Et l'éditorialiste, l'article Séverin Tchunke, du PDG du groupe du groupe Equinox, Séverin Tchunke, qui lui, en des termes très concis mais suffisamment précis, a demandé à l'Église, surtout celle-là, cette partie d'Église qui était justement en train de se laisser aller à l'émotion, d'aller à confesse. On se souvient très bien qu'avant même la mort de Monseigneur Bala, il y avait eu d'abord la mort de ce prêtre, la mort tragique de ce prêtre dans sa chambre et dans le même diocèse que Monseigneur Bala, et qui avait été enterré une semaine avant. Les réalités, les circonstances de cette mort n'ont jamais réellement été élucidées. On avait aussi parlé de beaucoup de choses qui ne sont pas très très belles à entendre. Et une semaine après la mort de ce prêtre-là, Monseigneur Bala, lui aussi disparaissait dans des conditions assez troublantes. Donc, c'est vraiment Tchunke dans cet article, qui est simple mais assez précis, assez fort, demande justement peut-être à ces princes de l'Église d'aller à confesser, au lieu d'accuser ou de pointer des doigts accusateurs comme ça a été le cas au lendemain de la mort de M. Bala, parce que vous vous souvenez, ça a été fait dans les journaux, il y a même des prélats qui ont carrément accuser les gens, au lieu de pointer des doigts accusateurs qui commencent d'abord à se confesser et à se poser des questions intérieures sur la mort de cet évêque-là. Donc, moi, je pense que ce qui est en train de se passer là aujourd'hui avec cette interpellation du cardinal, c'est une remise en cause et surtout une exhortation aux uns et aux autres à se calmer, parce que jusqu'aujourd'hui, les gens continuent toujours à avoir des opinions assez caverneuses de la mort de Monseigneur Bala. Donc, je pense que, en tout cas, en lisant... oui, nous invitons les lecteurs à aller lire un peu justement, le dossier. en lisant la lettre de condoléance du cardinal et, je crois, la lettre interpellative de Séverin Tchunke, moi, je pense que beaucoup de gens arriveront à comprendre certaines choses. Très bien. Donc, la lettre qui interpelle justement dans la nouvelle expression de ce matin, vous avez parcouru également le dossier. Tout à fait. Quel est votre commentaire? Eh bien, c'est une lettre qui a été écrite le 3 juin 2017, c'est-à-dire quelques jours après la découverte du corps de Monseigneur Bala. Elle apparaît à travers la nouvelle expression et à travers M. Tchunke 6 mois après, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est une lettre qui interpelle effectivement parce que on y voit l'interpellation du cardinal Fernando Filoni qui est stupéfait de la mort de Monseigneur Bala. Il dit que cette mort dépasse. Cette mort dépasse, mais quand on lit jusqu'à la fin, il appelle la communauté catholique au silence et à l'unité. Donc c'est une lettre qui interpelle et elle se tient au moment où se déroule également à Yaoundé la conférence nationale épiscopale qui peut-être n'a pas abordé la question, mais on sait quand même que, comme le disait le doyen, ça circule encore sous cap parce que le 4 juillet 2017, le procureur général pour la Cour d'appel de Yaoundé, M. Jean-Fils Tamak, terminait son communiqué en disant que les enquêtes se poursuivaient et que tous les résultats de cette enquête allaient être mis à la disposition du public. Jusqu'aujourd'hui, on attend. Et la conférence épiscopale qui se tient à Yaoundé, je crois qu'on aborde ce sujet, pas publiquement, mais sous cap. Non, cette lettre nous interpelle beaucoup. Et c'est tout à fait à l'honneur de M. Tchunke d'avoir ressorti, même si c'est 6 mois après, c'est tout à son honneur de l'avoir ressorti aujourd'hui. Voilà. Donc, je voudrais inviter les lecteurs à faire un tour dans les kiosques, à se procurer donc la nouvelle expression de ce matin et parcourir donc le dossier de la nouvelle expression de la page 6 à la page 7, comprendre un peu ce que la lettre révèle encore ce matin, une lettre qui interpelle bien entendu, c'est dans le dossier de la nouvelle expression. Le même journal parle aussi de ces ordinateurs chinois que d'aucuns appellent déjà les ordinateurs de Famine Dongo, donc avec un ingénieur qui répond justement au ministre de l'Enseignement supérieur. Il estime, c'est un consultant dans les technologies de l'information
l'information et du business intelligence en Allemagne, qui a parcouru, il explique ce que c'est d'abord un ordinateur, comment est-ce qu'on l'utilise. Il a parcouru également aussi les caractéristiques des ordinateurs proposés par le ministre de l'Enseignement supérieur. Flavien Valot-Ndongo, je vous avais dit depuis je vous dis ici sur ce plateau depuis plus de 6 mois que ces ordinateurs, on va en parler pendant longtemps, et je continue à dire qu'on en parlera encore pendant longtemps. Et vous savez, le ministre de l'Enseignement supérieur était à Douala il y a quelques jours. Il a de la manière la plus désinvolte renvoyer à l'école tous ceux qui ne comprennent pas cette démonstration par l'absurde que 32 gigas égale 500 gigas. Il leur a demandé de retourner à l'école. Alors vous savez, cette démonstration par l'absurde a jeté davantage de troubles dans le public, mais les étudiants, eux, à qui sont destinés ces ordinateurs, ne sont pas dupes. Ils ont compris les limites de ce qu'ils considèrent, de cet instrument qu'ils considèrent déjà depuis longtemps comme un gadget. Mais là, aujourd'hui, nous recevons la réponse d'un berger à la bergère. Et là, en l'occurrence, c'est un ingénieur en informatique, mais qui n'est même pas ici, parce qu'on aurait pu dire que s'il est ici, il aura des comptes à rendre. Lui, il est tout simplement en Allemagne. Il a décrit ce que c'est qu'un ordinateur, le fonctionnement d'un ordinateur, le mode de fonctionnement d'un processeur, et surtout, il a dit, demande qu'on le vérifie, que 32 gigas n'égaleront jamais 500 gigas, et que les gens qui osent le dire prennent des Camerounais tout simplement pour des caves. Mais cette lettre de cet ingénieur est très très intéressante, et j'aimerais voir encore comment M. Famé Ndongo et le professeur Tatsé, on l'appelle Atsa, le professeur Atsa, qui a lancé une véritable insulte à l'intelligence des Camerounais en leur disant que 32 gigas égale 500 gigas. Moi, je pense que la lettre de ce professeur ramène la balle au centre aujourd'hui, permet aux gens de comprendre que tout ce qu'on nous raconte autour de l'ordinateur, autour des processeurs, autour des gigas, tout est décrypté là-dedans, et moi je pense que c'est une très bonne chose. Alors, est-ce que le ministre de l'Enseignement supérieur et le professeur Atsa essayent donc de s'expliquer, ou tout au moins en essayant de s'expliquer, s'enfoncent davantage? Moi je crois que depuis l'arrivée de ces ordinateurs, ils sont droit dans leur botte, malgré que la polémique enfle. Il y a quelques jours encore, il était à Douala, et dans plusieurs événements où il a répondu présent, il a toujours abordé la question en disant que la vérité est de son côté et que les autres ne comprennent rien du tout. Et je vous assure que lorsqu'il lira la sortie de cet ingénieur qui est en Allemagne, il ne changera pas d'avis, parce que M. Famé Ndongo, bien évidemment, veut rappeler à qui veut l'entendre que sa démarche était la bonne et que la technologie 32 gigas à l'ancienne correspond bien évidemment à 500 gigas à la nouvelle technologie. Mais je crois qu'il gagnerait peut-être à s'entourer des experts comme ce monsieur et de mettre un peu d'eau dans son vin. Et souvenez-vous que jusqu'aujourd'hui, Douala n'a pas encore reçu son lot d'ordinateur. Et je vous assure que lorsque Douala recevra son lot, la polémique va s'enfler de plus en plus, parce que la polémique de Yaoundé n'est bien évidemment pas la polémique de Douala. Et je vous assure qu'il y aura encore des personnes qui vont effectuer des sorties pour dire que ces ordinateurs, franchement, ce ne sont pas les ordinateurs qu'il fallait objectivement donner à ces étudiants. Il y a eu plusieurs experts qui sont sortis, qui sont pro-Famé Ndongo. Ils ont dit que la capacité minimale de ces ordinateurs était complétée par une capacité externe qu'ils appellent disque dur externe, et que tout étudiant moderne devait en réalité s'octroyer cette capacité externe pour compléter un peu la capacité des ordinateurs. Mais je crois que c'est un faux débat. Ils auraient pu donner des ordinateurs plus performants. Et la mémoire externe. Voilà, plus performants. On demande aux jeunes d'acheter une mémoire externe. Tout à fait. Ils auraient dû donner des ordinateurs plus performants à ces étudiants, et je crois qu'on n'en serait pas à ce niveau de polémique. Et vous savez que cette polémique le dessert politiquement, et ça le dessert sur sa popularité. Et je ne vais pas revenir sur cette image lorsque le président de la République recevait les vœux, parce que je crois que nous tous nous avons fait le lien entre ces ordinateurs et cette cérémonie. Donc la polémique va aller en s'enflant lorsque Douala peut-être recevra son lot d'ordinateurs. Alors, moi je ne pense même, je ne sais même pas si la distribution de ces ordinateurs va continuer. On nous dit qu'il y a 100 000 ordinateurs qui arrivent, je ne sais pas si ça va continuer. Un peu plus, parce que avec l'ampleur que prend cette affaire, et avec surtout le ridicule par lequel le professeur Famé Ndongo s'est couvert, moi je ne sais pas si ça va continuer. Mais ce que je dis et ce que je pense, c'est que les gens peuvent toujours penser
que le professeur Fermanongo s'est trompé. L'erreur est humaine. Comme dit le dicton grec, errare humanum est. Mais seulement, il y a une suite. Perseverare diabolicum, c'est diabolicum, c'est-à-dire que l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Alors, je ne sais pas, le professeur Fermanongo peut mentir de bonne foi, mais maintenant, s'il n'est pas de bonne foi, s'il persévère dans l'erreur, là alors, ce n'est plus humain, c'est diabolique. Alors, je vous invite à lire le sujet en page 8 et 9 de la Nouvelle Expression, parlant des ordinateurs chinois. Un ingénieur répond donc à Fermanongo, c'est dans le journal. Alors, on parle bien sûr de la visite de la CAF au Cameroun dans la Nouvelle Expression, et en même temps, il y a Cameroun Tribune qui titre « Ça commence par Yaoundé ». Donc on le sait, la mission d'inspection est sur place depuis hier et aujourd'hui le travail commence. Oui, ils vont aller visiter le chantier du stade Olembe. Le cœur du ministre des Sports et de l'Éducation physique doit forcément battre. Son cœur doit battre la chamade parce que vous savez que le stade Olembe est à moins de 20% d'un taux d'exécution. Mais sur le tracé qui mène au stade de l'Olembe, vous avez des affiches qui montrent sur du papier un très beau stade parce qu'ils ont pris les précautions d'afficher tout ça sur le tracé. Mais quand ils vont arriver sur le terrain, ils vont déchanter, ils vont trouver des préfabriqués, ils vont trouver des ouvriers qui sont à l'œuvre. Mais je vous assure que lorsque vous faites la comparaison entre le chantier de Lombe et celui de Douala, on est un peu étonné de la distance en ce qui concerne le taux d'exécution. À Douala, on est déjà à 25%, alors qu'à Yaoundé, on est à moins de 20%. Et Cameroun Tribune trouve quand même le moyen. L'autre différence avec Douala, c'est qu'il y a des mouvements d'humeur à tout moment. Et bien sûr, sinon on aurait même pu être plus avancé. Et Cameroun Tribune trouve quand même le moyen de dire fièrement que ça commence par Yaoundé. Oui, c'est le chronogramme qui a été établi par le gouvernement camerounais. Mais malheureusement, ils ne verront pas grand-chose. Peut-être ils auront du grain à moudre au stade Omnisport de Yaoundé et au centre d'excellence, je ne sais plus quoi, une autre structure sportive. Et les autres structures qui concernent les hôtels par exemple, mais également les installations électroniques et des télécommunications. Mais en ce qui concerne le premier site d'Olembe, ils n'auront pas grand-chose à voir. Et je ne serais pas étonné qu'ils fassent moins de 10 minutes, mais seulement on attend, surtout après leur visite, qu'ils nous fassent un communiqué disant effectivement ce qu'ils ont vu et ce qu'ils perçoivent de la capacité du Cameroun à organiser. Alors, donc le ministre qui appelle les Camerounais, beaucoup plus la presse, à être patriotes. C'est ce que je suis en train de dire, Georges. Je sais bien, je disais à Georges que le ministre a demandé aux Camerounais d'être patriotes et de ne pas dire la vérité des chiffres, de ne pas dire, par exemple, que le stade de Olembe est à 20% d'exécution. Ou à moins. Mais les inspecteurs vont voir, eux-mêmes, ils vont tirer toutes les conséquences. Ils ont commencé par le stade Olembe, alors ensuite ils continuent avec les hôtels. Bon, mais dans les hôtels, on nous montre le Hilton, on nous montre le Mont Fébé, des hôtels qui existent depuis très très longtemps, ceux qui sont certes de classe internationale, mais bon, je ne sais pas s'ils sont passés par l'autre hôtel qui est au Carrefour Arda, comment il s'appelle encore. Bon, mais toujours est-il qu'il faut des hôtels, il faut des infrastructures, mais ces gens-là ne regardent pas seulement les hôtels et le stade, ils regardent, mais ils vont pas seulement regarder non plus les hôpitaux, ils vont regarder l'état des routes, et je ne sais pas ce qu'ils vont penser des poteaux en bois qui jonchent nos rues. Bon, maintenant, ils vont aussi arriver au stade Omnisport, qui lui est fonctionnel, qui n'a pas besoin de beaucoup de replâtrage, mais ils vont arriver à Douala. À Douala, ils vont trouver le stade de la réunification. Bon, le stade d'Aqua, qui lui est pratiquement stoppé depuis on ne sait pas combien de temps. On a commencé juste à enlever les pelouses et ça s'est arrêté. Ils vont certainement arriver là aussi. Ils vont arriver aussi à Yassa. Ils vont voir que la route menant jusqu'à Yassa elle-même n'est pas encore en état de fonctionnement. Ils vont voir des choses. Bon, nous les Camerounais, on sera peut-être patriotes en nous mettant en bordure de route et en les accueillant avec des drapeaux, mais la vérité c'est que eux-mêmes vont tirer les conséquences de ce qu'ils vont trouver. Et ce qu'ils vont trouver est en contradiction avec la volonté de Paul Biya, parce que Paul Biya est déterminé à ce que les choses aillent jusqu'au bout. Mais on sait très bien que si elles ne sont pas allées très vite, c'est parce qu'il y a eu des forces diverses qui ont empêché que ce programme se mette en marche depuis très longtemps, parce que ces forces attendaient les dernières minutes pour pouvoir avoir un maximum d'argent à utiliser et à brûler n'importe comment. Aujourd'hui, où les délais se rapprochent de plus en plus, on est déjà pratiquement à 1 an, et en 1 an, est-ce qu'on aura le temps de mettre en place et les routes, et les poteaux électriques, et les hôpitaux, et tous les stades? En tout cas, les techniciens rassurent que tout ira pour le mieux et qu'avant le temps... Nous le souhaitons. Il rassure, malgré ces taux faibles, ces faibles taux d'exécution, il rassure que
les 2 principales infrastructures de Douala et Yaoundé seront livrées en décembre 2018 et que tous les autres chantiers seront certainement prêts en février 2019. Bon, très bien. Très bien. Alors, je vous invite à parcourir les sujets dans la nouvelle expression, visite de la CAF, les inspecteurs au stade de Paul Biya, c'est à Yaoundé, et Cameroun Tribune qui parle aussi de la mission d'inspection de la CAF, avec ça commence par Yaoundé justement. Alors, autre information, c'est bien entendu le messager qui nous propose, qui parle de la présidentielle 2018, avec les dessous de la rencontre Kamto à Keremouna, donc réunis à Yaoundé à huis clos, on l'a vu, on le voit d'ailleurs dans le journal, mais le journal parle des révélations fortes, alors que personne n'a révélé à la presse le contenu même de la rencontre. Bien, je crois que c'est quand même 2 poids lourds de l'opposition camerounaise, Maître Keremouna et Maurice Kamto. Maurice Kamto, un peu plus ancien dans le milieu politique que Maître Keremouna. Mais je pense qu'il s'agit d'une rencontre qui visait à mettre sur pied une stratégie politique entre ces deux, un mouvement, celui d'Akeremouna et le parti politique de Maître Kamto, une stratégie politique qui va certainement concerner les législatives ou alors la présidentielle. Moi, je crois qu'il pèse beaucoup dans l'échiquier politique de notre pays. Maintenant, est-ce que la stratégie va susciter l'adhésion d'abord de leur père de l'opposition et charmer également l'électorat qui viendra se greffer à ce qu'ils vont proposer. Mais vous savez que M. Kamto est parmi les opposants qui demandent la réforme du code électoral. M. Akeremouna également. Je crois qu'il devrait d'abord commencer par là parce qu'avec un mauvais système électoral, on n'arrivera jamais à gagner M. Biya. S'ils commencent par là, et j'espère qu'ils le feront, là au moins, ils seront assez séduisants. Nous sommes en 2018, oui, face à leur père opposant et face au peuple camerounais, au moins ils auront contribué à changer le système électoral. Et maintenant, s'il faut qu'ils mettent sur pied une stratégie politique pour, en ce qui concerne les élections, les présidentielles et les autres échéances électorales, je crois que c'est tout à fait normal qu'on se réunisse pour battre un ogre comme le RDPC, bien, puisque c'était à huis clos. Jusqu'ici, la presse n'a pas encore eu les tenants et les aboutissants de cette rencontre. Peut-être dans les prochains jours, nous les aurons. D'accord. Alors, donc, lorsqu'on parcourt l'article ce matin, on ne perçoit pas véritablement, mais il y a que le journal Le Messager essaie de dire un peu ce qu'il le reportait, essaie de dire ce qu'il a pu entendre entre les portes. Il a entendu en mettant l'oreille sur le trou de la serrure, ou bien, puisque c'était un échange à huis clos. Non, moi, à moins d'avoir une boule de cristal, moi je pense que l'entretien entre Akeremouna et Kamto a été un entretien secret et discret. Bon, cependant, vous savez très bien que même si Georges Séné les qualifie déjà de poids lourds. Je ne sais pas s'ils sont... M. Kamto a certaines parties, il a quelques députés à l'Assemblée nationale et quelques conseils municipaux, mais poids lourd, moi je pense que vous lui faites un gros cadeau. Akeremouna n'a ni député, ni maire, ni personne, c'est une formation qui est en train, c'est sa candidature d'ailleurs qu'on voit. Je ne sais pas s'il peut être considéré comme un poids lourd tout simplement parce qu'il fait de grandes déclarations dans la télévision et surtout s'il est en train de soigner son image. Il s'appuie certainement sur l'entre-genre. Il a une certaine aura quand même. Il a une certaine aura et il a un certain entre-genre national qu'international. Il a un entre-genre, mais là on le découvre comme homme politique. C'est un apprenti dans l'arène politique. Jusqu'à présent, jusqu'à sa décision de faire acte de candidature, il était uniquement... Certes, il avait été l'avocat, le bâtonnier du barreau du Cameroun, il a été l'avocat de l'État pendant très très longtemps et on se souvient de son action dans l'affaire du budget 2. Il a aussi été sur la scène internationale assez présent avec sa présidence à Amnesty International, Transparency International. Mais aujourd'hui, sur le plan politique, il arrive, c'est un dilettante, il se présente uniquement par son nom, qui lui-même rappelle le nom de son père. Donc tous les deux, il ne faut pas l'oublier, seront aussi des adversaires. Ils ne peuvent pas mettre sur pied une action convergente, puisque eux-mêmes, chacun de veut être candidat à la présidence de la République. Oui, vous faites bien de dire qu'ils sont peut-être concertés pour revoir le code électoral, mais est-il encore possible de revoir le code électoral? Nous sommes en 2018, à moins de 8 mois des élections. Moi, je ne sais pas. Bon, qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Ils ne peuvent...
c'est difficile, mais ils ont le droit. Ils ont le droit, c'est la meilleure phase de convergence de points de vue, ou peut-être des actions. Mais tu as dit que moi, je ne vois rien d'extraordinaire du fait de leur rencontre. C'est une rencontre politique, sans plus. Il ne faut pas battre la mayonnaise. Très bien. Donc, les dessous de la rencontre Kamto à Kerimona, dans le journal Le Messager, parlant notamment de la présidentielle 2018, et mutation de ce matin, parle des yeux doux de Paul Biya à la jeunesse. Bien sûr, c'est la campagne électorale qui a quasiment commencé parce que... Et là, le journal s'appuie ici sur les décrets du début de la semaine, parlant de la création des écoles normales supérieures, la faculté de médecine dans le Nord, dans sciences bio, bien entendu. Oui, bien sûr, je crois que c'est politiquement parlant, stratégiquement, en stratégie politique, je crois que ça peut être considéré comme des yeux doux qui sont lancés à l'endroit de la jeunesse. On va y greffer également ces ordinateurs qui ont été les ordinateurs de Kamdogo. C'est toujours, ça fait partie toujours des yeux doux qui sont bien à la jeunesse. Et quand ils feront campagne, je vous assure qu'ils vont revenir là-dessus. Ah, à tel jour, à tel moment, je vous ai donné des ordinateurs. Oh, à tel moment, j'ai créé une faculté. Je vous assure que politiquement, c'est extrêmement important, ces décrets du chef de l'État. Je vous assure que, même si ce n'est pas lui, ceux qui vont envoyer en campagne électorale vont toujours faire référence à ces actes du président de la République. Donc on fera certainement raison de dire que ce sont des yeux doux de Paul Biya qui sont faits à l'endroit de la jeunesse. Et moi, je pense que politiquement, stratégiquement, c'est une façon d'utiliser ses pouvoirs régaliens pour s'installer politiquement. En période où les élections présidentielles sont annoncées, c'est une façon pour lui de s'installer mieux politiquement dans certaines régions qui sont... Nous sortons de l'émission dans un instant. Les yeux de la jeunesse, oui, peut-être bien. Et s'il les fait, ce serait de bonne guerre. Mais seulement, il crée des universités et ces enfants vont sortir diplômés de ces universités pour faire quoi? Est-ce qu'il y a des emplois? Parce que ce n'est pas tout de créer des écoles, de multiplier les diplômés et de ne même pas leur offrir des emplois. Parce que là où on en est aujourd'hui, l'État ne peut plus se permettre d'embaucher des jeunes. Alors vous créez donc des universités pour en faire quoi? Pour que vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est en moto, avec un master, avec une licence, avec tout ça. Non, moi je pense que c'est bien beau d'ouvrir des universités, mais il faut savoir maintenant comment faire pour intégrer cette jeunesse que l'on est en train de former dans les 2, 3, 4, 5 ans et leur dire comment on va les former. Très bien. Alors, on parle donc des yeux doux de Paul Biya, à l'endroit de la jeunesse. C'est dans Mutation de ce matin. Et bien d'autres sujets aussi. Si vous faites un tour dans les kiosques, vous serez davantage informés. Merci à vous, chers messieurs. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end à vous sur ce plateau et bien entendu à ceux qui nous regardent. De lundi, nous serons encore là juste après le journal de 9h. Mais ne ratez pas les rendez-vous du week-end. Dimanche avec vous, droit de réponse et bien d'autres programmes aussi très attrayants, je voudrais dire attrayants et même captivants qui vont vous permettre d'être également au parfum de l'actualité. Allez, bon week-end, à lundi. Au-delà de l'image, nous rendons compte. Aucun but décisif, aucune belle action. Soyez à la page. Envoyez par SMS GOAL au 85 60. Suivez toute l'actualité du football